Donc, il me revient de présider cette partie de notre fin d'après-midi, ce qui va surtout consister à vous obliger à vous dépêcher et à ne pas dépasser le temps car nous sommes déjà en retard. Mais je vais profiter d'avoir le micro pour dire quand même quelques mots. Donc, je suis Sabine Barge, je suis professeure ici à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeure d'urbanisme et d'aménagement. Et bien sûr, je suis très heureuse de ce moment d'échange qui célèbre la jeune recherche urbaine. L'Université Paris 1 en est partie prenante. On l'a vu avec finalement les nombreux prix qui ont été reçus par notre université. Elle l'est par son master d'urbanisme et d'aménagement, mais aussi avec de nombreuses formations qui touchent peu ou prou la ville, ainsi qu'avec ses laboratoires. Alors, au titre du master d'urbanisme, nous sommes très attachés à la dimension scientifique de la formation, quelle que soit la carrière dans laquelle souhaitent s'engager les étudiants, qu'ils souhaitent embrasser la carrière académique, comme on l'appelle, ou bien s'investir dans l'action ou pour l'action. Cela nous paraît fondamental. Cette dimension scientifique, elle est présente à tous les niveaux de la formation. Elle est très prégnante dans le master 2 professionnel et c'est en quelque sorte notre marque de fabrique, ce qui explique le grand plaisir que j'ai et qu'ont mes collègues à ce que ce prix, cette cérémonie se passe ici. Je voudrais aussi dire qu'une autre chose qui me paraît extrêmement importante et qui transparaît dans les 13 prix qui ont été primés, c'est la dimension interdisciplinaire. Cela a été évoqué par l'un de mes prédécesseurs à cette table. Elle semble fondamentale pour aborder un objet aussi complexe que la ville. Cette interdiscionarité, elle peut se situer à l'intérieur des sciences humaines et sociales, mais elle peut aussi en déborder pour aller vers ce qu'on appelait au sein du programme Ville et Environnement une interdisciplinarité radicale. Il me paraît aussi très important, pour reprendre ce qu'a dit Marc Dumont, c'est que cette recherche, elle prenne en compte, elle prenne au sérieux les enjeux contemporains, pas forcément en produisant des thèses sur le contemporain d'ailleurs, qui concernent les changements de l'environnement planétaire et puis la transition, entendue à tous les sens du terme, mais vue avec le regard critique des chercheurs. Je crois que nous sommes assez bien placés à Paris 1 pour aborder ces questions et c'est ce qui fait donc écho à ce qui a été dit précédemment. Alors avant d'ouvrir le bal, je souhaite aussi remercier Juliette Mola, qui est maître de conférence en urbanisme dans notre belle université et qui a travaillé d'arrache-pied pour que cette cérémonie puisse se tenir dans ces locaux. Ça n'a pas été très facile. L'Université Paris 1 et la Sorbonne, c'est un monde très très complexe. Donc je pense qu'on peut la remercier pour cela. Nous allons commencer la présentation des thèses et leur discussion. Alors, je vais rappeler les règles pour chacun d'entre vous. Bon, je crois que vous avez été briefés, mais comme on est déjà en retard et que je vous fais perdre du temps encore, va falloir marcher rapidement. Donc, chaque lauréat présentera sa thèse en 5 minutes. Chaque discutant ou discutante nous donnera son point de vue, nous donnera un regard sur cette thèse pendant 3 à 4 minutes. Alors, je donnerai la parole à la salle pour une question après chaque présentation, et puis on aura à la fin de ces présentations un temps un peu plus long, mais qui se réduit de seconde en seconde, pour échanger sur l'ensemble de ces travaux. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Paul Lecas, grand prix de cette thèse sur la ville, pour cette thèse d'histoire qui a été soutenue à l'université Gustave Eiffel sous la direction de Frédéric Moret et Charlotte Worms, la fabrique d'un quartier ordinaire, le quartier de la Réunion entre Charonne et Paris des années 1830 aux années 1880. Ah oui, je ne me suis pas trompée. Et donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis évidemment ravi et très honoré de recevoir ce prix, mais aussi d'avoir l'opportunité et l'occasion de venir présenter mes travaux à cette assemblée. Donc, je tiens à remercier évidemment les membres du jury pour tout leur travail sur toutes ces thèses, et en particulier la présidente du jury, Claire Lévy-Vrelan.
Et un remerciement tout particulier aussi à Lionel Martins pour l'organisation de ce prix et de cette dernière journée. Mais merci beaucoup. Donc effectivement, j'ai soutenu ma thèse l'année dernière presque jour pour jour à l'Université Gustave Eiffel, sous la direction de Frédéric Moret et de Charlotte Worms. J'en profite pour les remercier à nouveau pour leur encadrement, parce que j'ai eu un contexte de thèse absolument idéal en termes d'encadrement tant humain que scientifique, mais aussi institutionnel. Donc je remercie particulièrement Charlotte qui me fait le plaisir d'être présente. Et donc voilà. Donc ma thèse portait sur le quartier de la Réunion. Donc un quartier qui se situe aujourd'hui dans le sud du 20e arrondissement. Là, vous pouvez voir le point rouge qui est l'actuelle place de la Réunion, donc au sud du cimetière du Père-Lachaise. Mais au début de mon étude, dans les années 1830, le quartier de la Réunion appartient encore à la municipalité de Charonne, donc qui est une municipalité de petite banlieue qui sera ensuite annexée en 1860 au reste de Paris. Et là, autour de ces deux cartes, 1845-1900, vous pouvez voir toute la transformation qui va prendre place sur ce petit espace encore rural en 1845. Et c'est ce qui m'a intéressé dans le cadre de ma thèse, c'était de travailler sur les mécanismes de fabrique urbaine d'un espace comme celui-ci. Et l'enjeu pour moi, c'était de prendre le nouveau quartier de la Réunion comme un exemple, comme un cas d'étude, pour mieux comprendre les mécanismes de fabrique des périphéries parisiennes populaires. Et l'enjeu, c'était de travailler sur la constitution de ce qu'on pourrait appeler la ville ordinaire, c'est-à-dire une ville en marge des grandes transformations. Et en particulier, quand on pense au Paris du XIXe siècle, on pense immédiatement aux transformations haussmanniennes. Et donc là, c'était plus de s'intéresser à une ville produite par et pour les classes populaires, en marge de grands projets urbains menés par la puissance publique ou menés par des grandes sociétés privées, et de bien mettre en avant la complexité des phénomènes, la complexité des jeux d'acteurs, et de mettre en avant la rationalité des acteurs populaires qui produisent cette ville. Parce qu'on réduit souvent ces formes urbaines à des agrégats anarchiques de construction, et quand on travaille précisément, quand on suit précisément les producteurs de cette ville, et les habitants qui aussi sont des coproducteurs, on comprend mieux les enjeux, les objectifs et les stratégies inhérentes à la production de cette ville. Et l'objectif, c'était aussi, comme ça a été précisé auparavant, d'articuler le local et le global, c'est-à-dire de comprendre le rôle de la vie de voisinage, le rôle de la constitution d'un quartier dans les phénomènes de métropolisation qui prennent place dès la fin du XIXe siècle avec effectivement l'extension de Paris, mais aussi après avec l'extension des banlieues parisiennes au début du XXe siècle. J'ai articulé mon étude autour de deux notions, la notion d'urbanité, donc qui renvoie à la matérialité de la ville, et la notion de la citadinité, donc qui renvoie plutôt aux pratiques et aux manières d'habiter la ville, mais aussi aux manières de se représenter l'urbain. Et l'enjeu pour ma thèse, c'était de suivre ce couple de notions sur un temps relativement long, donc près d'une centaine d'années, et d'en percevoir toutes les métamorphoses. Et souvent, on considère que intégration urbaine et intégration sociale vont presque de pair, mais en travaillant sur cette histoire de ce quartier sur près d'une centaine d'années, j'ai pu au contraire constater une évolution croisée, voire une évolution paradoxale de cette urbanité, cette citadinité. Puisque le quartier de la Réunion naît vraiment comme une extension du Faubourg Saint-Antoine, avec une exportation par les artisans du Faubourg Saint-Antoine, et en particulier les ébénistes, de manière de vivre, de manière de produire très parisienne, finalement presque très faubourienne, mais il s'installe dans un espace sous-urbanisé, avec un tissu urbain très peu dense, une voirie qui n'est pas du tout aux normes de la ville-centre, et aussi une absence de réseau technique. Et l'intégration urbaine se fait progressivement dans le cours de la fin du XIXe siècle autour de mobilisations locales, de revendications, mais aussi de négociations avec la puissance publique. Et donc le quartier finit par s'intégrer d'un point de vue urbain. Le tissu urbain se densifie, on ouvre de nouvelles rues, on les élargit, etc. On installe des nouveaux réseaux techniques. Mais de façon paradoxale, finalement, on s'aperçoit que la population qui continue à vivre dans le quartier de la Réunion tend à se distinguer du Paris-Centre. Et alors qu'ils se sentaient presque plus faubouriens que banlieusards quand ils appartenaient à la petite banlieue, dans les années 1910, ils prennent une identité une identité ouvrière qui va se colorer de plus en plus autour d'une identité qui appartiendra à une banlieue parisienne en pleine formation et en pleine gestation. Et donc c'est vraiment ce résultat, moi, qui m'a intéressé, ce couple de notions et cette évolution paradoxale. Donc je voulais revenir, mais je pense que je suis un peu long déjà sur...
Il reste donc 2 points structurants, mais plus pour ouvrir la discussion, sur la fabrication du quartier justement autour des calepins des propriétés bâties et tout le travail autour du travail méthodologique, puisque ça a été aussi un travail, ma thèse, un travail d'expérimentation de nouvelles méthodologies autour de SIG et autour de la 3D par exemple, et aussi sur les modes de documentation de la ville et des sentiments d'appartenance. Je voulais juste rendre hommage à ce médecin de quartier, Lionel Longueville, qui a produit des entretiens audio avec ses patients les plus âgés dans les années 1970 et qui nous donne un accès à la parole populaire et à des témoignages complètement inédits de la vie dans les années 1900, 1910, 1920 et qui permet comme ça de traiter du sentiment d'appartenance au quartier et à d'autres échelons de la ville. Et on peut le voir ici, le quartier c'était à la fois une vie de banlieue, d'après Alphonsine, une personne interrogée, mais pour le médecin avant tout une vie de village, donc qui montre aussi cette dichotomie des représentations et des mémoires du local et du voisinage. Je m'arrête là, je voudrais juste vous dire qu'effectivement c'est une thèse du coup très portée sur l'histoire, en particulier l'histoire du XIXe siècle, mais qui partait justement, on a pu le dire, de questionnements très contemporains sur l'ancrage local, les questions de métropolisation, les enjeux du Grand Paris et de la métropole. Et donc voir ce travail récompensé par ce prix de thèse, c'est une forme de validation de mon approche, une forme de validation aussi de ma méthode. Et je pense qu'aussi c'est un lieu de discussion entre disciplines qui est extrêmement intéressant. On s'est aperçu avec Sarah Kazri qu'on avait partagé une semaine il y a maintenant 5 ans dans le LabEx Futurs Urbains. Et donc c'est ces espaces-là aussi qui nous permettent de produire des recherches de ce type. Et donc je pense que c'est très important. Je vous remercie beaucoup. La parole revient maintenant à Karen Bowie, de l'ENSA de Paris-la-Villette, pour son retour sur ce travail. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de faire votre connaissance après avoir travaillé sur votre thèse. Et donc, j'ai essayé de suivre les indications de Lionel Martins, qui m'a demandé de prendre quelques minutes pour dire tout le bien je cite, que le jury a pensé de votre thèse, et puis de poser 2 questions à la fin pour lancer une discussion. Donc, si on a le temps. Voilà, donc juste pour dire que nous étions 4 à travailler de manière un peu plus détaillée sur votre dossier, 2 au premier tour et 2 au second. Et donc, je vais tout simplement citer certaines remarques que j'ai retrouvées dans les rapports écrits concernant votre thèse pour donner une idée de la réaction de retour non seulement de moi-même, mais des autres collègues. Voilà, donc tout d'abord, on avait tous salué la qualité de la rédaction de votre thèse. Je cite, il y a des expressions immédiatement captivées, page turner en anglais dans le texte. On a dit aussi dès le début, on est saisi. Voilà, donc c'était aussi le caractère agréable de la lecture. Concernant le contenu et la démarche, on a trouvé extrêmement appréciable et salutaire la manière dont vous avez réussi à vraiment intégrer histoire des formes urbaines et histoire sociale, analyse morphologique et analyse sociale, ou urbanité et citadinité, comme vous le dites. On a été aussi impressionnés, j'ai trouvé même le mot bluffé dans les rapports, par la manière dont cette approche intégrée est exprimée dans l'outil SIG que vous venez de nous montrer et que vous avez créé, qui est alimenté par des données issues d'un panel large de sources archivistiques, de calepins de cadastre, bien sûr, registres d'état civil, mais archives juridiques, notariales, enfin, vraiment la variété des sources nous a frappés. C'est cet outil qui permet donc de cartographier en 3D, comme on l'a vu, l'évolution de la forme du quartier, immeuble par immeuble, par rapport non seulement aux spécificités de son parcellaire, mais aussi à la spécificité des professions et activités des propriétaires, investisseurs, bâtisseurs en présence. On a pu aussi parler de votre, là encore je cite, extraordinaire habileté dans l'utilisation de la combinaison des sources qui apporte une compréhension rare de la production urbaine. Enfin, l'un des apports particulièrement soulignés par le jury concerne la première période traitée où la petite banlieue qui se constitue est confrontée par l'extension de Paris qui finalement l'englobe.
Et contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, vous montrez très clairement que loin de subir cette extension, les acteurs locaux, individuels et collectifs, privés et publics, engagent des opérations et prennent une part active et très avisée dans la fabrication de la ville. Donc là aussi, je vais citer certaines phrases. Paul Leca nous explique la morphologie spécifique de cet espace nouvellement conquis. On comprend pourquoi certains immeubles n'ont que 2 étages et d'autres 3 ou 4. On comprend pourquoi nous entrons dans des cités ou des impasses. Bref, nous comprenons notre ville grâce à votre analyse génétique. Voilà, je cite encore, la combinaison d'une approche collective et d'une approche sensible, individualisée, centrée sur les trajectoires de certaines personnes que vous pistez, nous fait toucher du doigt ce rapport complexe entre les personnes et leur environnement, comment les stratégies individuelles et les pratiques publiques aussi produisent l'espace, comment aussi l'espace modèle les stratégies individuelles. Donc, un dernier mot de cette partie du rapport, cette thèse est un véritable plaisir de lecture et de découverte. Donc, c'est dire qu'il y a eu vraiment un engagement assez rapide en faveur de votre travail. Donc, je ne sais pas si on a le temps pour une question ou peut-être une question. Ma question est assez ouverte. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça sera possible. En fait, je voulais vous évoquer la manière justement dont vous avez exploité une de vos sources, les entretiens avec le docteur Longueville, parce que votre démarche là, ça c'est moi maintenant, qui me semble vraiment bien illustrer à la fois votre créativité et votre prudence et rigueur en tant que chercheur. Et donc là, je vais vous citer vous-même. Donc, parce que vous parlez de ce corpus sonore, vous dites ce corpus d'archives orales, l'analyse de ce corpus n'est pas chose aisée, tant les attendus de la démarche du médecin, le contexte de rénovation du quartier et le profil des interviewés tendent à orienter le propos. Pour autant, ce fonds inédit apparaissait comme une ressource inespérée pour donner la parole aux habitants. Donc, vous expliquez que les discours sont systématiquement croisés à des statistiques sur les liens de témoignage des mariés du quartier dans l'année 1920, qui permettent de tester d'un point de vue objectif les ressources quantitatives, les ressources sociales mobilisées par les habitants à l'occasion de ces événements. Donc, vous avez exploité ces entretiens de manière très variée à différents moments, en fait, de votre enquête. Et je voulais juste vous demander de nous expliquer un peu plus cette démarche de croiser un matériau très, très saisissant, mais complexe à manier dans la recherche, avec cette autre démarche enquête sur les témoins des mariages que vous spatialisez aussi par une cartographie ad hoc pour rendre plus intelligible et puis exploiter, interpréter cette matière. Très rapidement, merci beaucoup déjà. Tous ces compliments me font un peu rougir, mais non, sur ces entretiens, finalement, ils sont un peu arrivés comme la cerise sur le gâteau des archives que je m'étais constitué jusqu'à présent, parce que vraiment, moi, mon travail, c'était initialement sur des archives assez arides, administratives, des archives, comme vous avez pu voir, sur le décalepin des propriétés bâties, des archives fiscales, donc, ou aussi beaucoup d'archives d'actes d'état civil, et en particulier les actes de mariage, qui permettent, en retraçant donc des histoires de couple, de retrouver des relations sociales par des actes de témoignage, et aussi de retrouver d'où viennent les parents, où sont nés les enfants, et comme ça de pouvoir avoir une sorte de fenêtre sur la vie d'un ménage et de suivre des trajectoires. Et donc ça, c'était finalement presque ma seule façon initialement de travailler sur ces mobilités résidentielles, sur ces façons d'appréhender l'espace, de concevoir comment se spatialiser un réseau de sociabilité d'habitants du quartier de la Réunion. Et c'est une enquête un peu au gré du hasard qui m'a mené jusqu'à Lionel Longueville, où j'ai découvert donc ces près de 80 entretiens audio dans des cassettes vieillies qu'il a fallu numériser, etc., qui m'ont donné effectivement un matériel
rafraîchissant quand on travaille sur des archives fiscales, d'avoir un accès à la parole populaire, mais en vrai, en étant effectivement très attentif au fait que le médecin du quartier se situe dans un moment historique très particulier du quartier, un moment de mobilisation contre certaines rénovations, et donc en fait, avec ces entretiens, il constitue aussi tout un discours, tout un récit du quartier qui viendrait en opposition au projet de rénovation. Et donc là, on a un exemple, comme je vous l'avais montré, assez frappant, de divergence de discours. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé dans l'analyse de ces discours, c'était les écarts qui pouvaient exister entre des habitants assez naïfs qui racontaient leur vie et qui, par exemple, pouvaient considérer leur vie comme une vie de banlieue, et ce médecin de quartier qui avait des attendus et qui était en plus assez autoritaire. Il y a une relation de pouvoir importante entre le patient et le médecin, et qui influe beaucoup le discours de ces patients. Donc effectivement, il fallait prendre en compte tout ça, et le fait de pouvoir croiser ces discours avec des données plus quantitatives, spatialisées, ça me permettait d'avoir une approche effectivement qui me paraissait la plus exhaustive possible, et qui me permettait d'éviter les biais de prendre le discours trop au pied de la lettre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je crois que comme je vois que le temps est très serré et que je vois le regard des organisateurs, on va passer directement à la deuxième présentation. Avec Marion Chapouton qui va nous présenter sa thèse de doctorat en droit public, soutenue à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas sous la direction de Jacques Chevalier. Donc, la ville durable au prisme du droit, en 5 minutes. En 5 minutes 30, ça devrait être bon, peut-être promis. Alors, je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs du prix de thèse sur la ville, donc le PUCA, la PRO, la Caisse des dépôts et consignations, et tout particulièrement Lionel pour sa patience envers les lauréats. Voilà, c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir un prix spécial de l'édition 2022. Pour revenir à ma thèse, donc la ville durable au prisme du droit, on pourrait dire que celle-ci cherche à passer au crible de l'analyse juridique, la ville, pour mettre en lumière les liens entre droit et ville. Elle démontre, premièrement, l'existence d'un droit de la ville durable et, deuxièmement, l'émergence du droit à la ville durable. Le premier est le préambule, finalement, du second. Et on va passer d'une approche institutionnelle à une approche subjectiviste. Ce sont des droits en devenir. Alors, premier résultat de la thèse, l'existence d'un droit de la ville durable. Le droit de la ville peut être défini comme l'ensemble des normes applicables aux habitants et aux espaces de la ville. C'est un droit carrefour, pluriel et composite. Tout d'abord, le droit de la ville est un droit carrefour, c'est-à-dire qu'il doit être envisagé comme le droit des politiques urbaines, c'est-à-dire des politiques de l'urbanisme, mais pas que. Également politique des banlieues, du logement, de la qualité de l'air, du changement climatique ou de la nature en ville. C'est un droit d'assemblage regroupant des éléments dispersés dans des différents droits qui régissent la ville. Toutefois, une logique d'ensemble émerge de ce foisonnement législatif, la ville durable. Les objectifs, principes et règles des droits qui régissent la ville promotionnent finalement une ville inclusive, écologique, sûre et participative. Or, ce sont les caractéristiques d'une ville durable. On peut donc dire que le droit de la ville est un droit de la ville durable. Certes, il est encore désordonné et sectoriel, ne permettant pas toujours la conciliation globale des préoccupations de la ville durable. Une harmonisation des objectifs et des règles avec une mise en forme de la législation de la ville durable pourrait être une piste de réflexion pour ceux qui font la ville. Ensuite, le droit de la ville est un droit pluriel. Il est produit par divers acteurs à différentes échelles normatives. Les intercommunalités gagnent en poids, en légitimité au sein de la gouvernance urbaine. Les habitants, usagers, administrés et associations sont davantage appelés à participer au processus de production du droit de la ville. Et l'État conserve une place importante dans la détermination du droit des politiques urbaines. Le droit de la ville durable conforte et se nourrit à la fois de cette évolution vers une gouvernance urbaine intégrée, avec une coopération entre acteurs reposant sur la participation des habitants et la transparence. Toutefois, des lacunes et des limites ralentissent fortement le passage à une gouvernance urbaine démocratique, nécessaire à des actions et un droit de la ville durable coordonné et participatif. Le droit de la ville durable est encore pluriel et, à certains égards, prédémocratique, c'est-à-dire qu'il offre un pouvoir encore trop limité au public.
La mise en place d'une institution partenariale dédiée à la ville durable pourrait être, là encore, une piste de réflexion. Enfin, le droit de la ville est un droit mixte. C'est un droit en partie souple, c'est un droit d'orientation, avec les lois d'orientation et de programmation, c'est un droit planificateur, avec la multiplication des planifications, c'est un droit consensuel, avec la multiplication des conventions et des contrats. Et le droit de la ville est aussi en partie impératif, avec la police municipale et la multiplication des polices spéciales. On observe également un tournant répressif en matière sociale et la création de nouveaux délits urbains. Le droit de la ville durable est à la charnière entre souplesse et contrainte. Il présente des degrés d'impérativité variables. Cela pose des questions quant à son effectivité, concernant la portée des éléments de droit souple, contrat, plan, la portée du foisonnement de normes, toujours plus liées. Sans une harmonisation des objectifs, règles, normes et outils en faveur de la ville durable, le principe d'indépendance des législations limite l'utilité du droit de la ville durable. J'en arrive au deuxième résultat de la thèse, l'émergence du droit à la ville durable, à partir de la subjectivisation du droit de la ville durable. C'est un phénomène qui n'est pas franco-français. Il se retrouve dans un grand nombre de pays où parfois la consécration du droit à la ville est beaucoup plus avancée, comme au Brésil. Mais il est question ici du concept français, qui est un ensemble composite. Tout d'abord, le concept français de droit à la ville. Il repose premièrement sur les droits à bénéficier de la ville durable, reconnus en matière de ville inclusive, avec le droit au logement opposable et le droit aux services publics essentiels. Également en matière de ville écologique et sûre, avec la consécration d'un droit à vivre dans une ville écologique ou l'affirmation d'un droit à la ville sûre. Le droit à la ville repose deuxièmement sur les droits à participer à la ville durable, plus précisément le droit à l'information et le droit à la participation à la gouvernance urbaine, avec notamment les expériences des budgets participatifs. Le droit à la ville est à la fois passif et actif. Il comprend une dimension matérielle et une dimension procédurale. Ensuite, le droit à la ville est un ensemble composite. Le droit à la ville est composé d'éléments de nature différente et d'effectivité variable. C'est la combinaison entre droit opposable, comme le droit au logement opposable, droit créance, comme le droit à certaines aides, droit de liberté, comme le droit de pétition, et enfin, d'éléments dépourvus de toute impérativité, voire justiciabilité. C'est le cas du droit à une ville sûre. Par ailleurs, certains droits urbains sont effectifs, mais peu efficaces. C'est le cas du droit au logement opposable ou du droit à respirer un air de qualité. Malgré ces écueils, on se rend compte que le matériau du droit à la ville se trouve déjà dans notre ordre juridique. Il y est déjà enraciné, même s'il n'a pas encore déployé toutes ses potentialités. En conclusion, ma thèse ne clôt évidemment pas le débat sur l'évolution des rapports entre droit et ville, puisque le droit de la ville et le droit à la ville sont en construction. Mais elle contribue à leur reconnaissance. En les explicitant, elle les fait advenir comme notion juridique mobilisable pour penser la ville. Merci. Bien, et donc je passe la parole à Magali Vogt-Weim de Villers et Associés. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis un peu nouvelle dans cet exercice. Je suis une praticienne, je suis architecte urbaniste à la tête d'un cabinet d'architectes urbanistes paysagistes et donc assez peu souvent dans ce type d'enceinte. Et quand j'ai pu avoir le choix de choisir la lecture de cette thèse, c'était un peu un défi, 900 pages, sans images. Pour nous les architectes, c'est un petit peu difficile. Et je dois dire que même si à certains moments, à minuit sur mon canapé, je me suis dit je n'y arriverai pas, quand même, mais c'est pas grave, quand même c'était remarquable et je dirais même haletant au point que pour quelqu'un qui est quand même très loin de ce que vous faites, on avait l'impression d'abord qu'on avait enfin accès à ces espèces de codes abscons, obscurs, qui règlent en même temps notre vie de praticien au quotidien, et en même temps qu'on était sur le point d'être
on allait voir l'avènement de ce droit de la ville et de ce droit à la ville. Dans votre résumé très très bon, on ne voit pas la richesse des exemples que vous mettez en avant et à titre personnel, je me suis déjà servi d'un certain nombre d'arguments en concertation, en rassurant effectivement des citoyens en disant ne vous inquiétez pas, le droit à la ville est là, il avance, vous êtes tout à fait protégés. Bon, bref, c'est un petit peu, j'exagère un petit peu, mais voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est que c'est une thèse qui s'adresse aux juristes, mais pas que, à l'ensemble de ceux qui fabriquent la ville. Donc, effectivement, au départ, c'est un peu difficile d'accès parce que le vocabulaire que vous employez, droit objectif, subjectif, droit dur, droit mou, droit carrefour, droit pluriel, droit liberté, droit créance, ça, voilà, c'est un petit peu difficile, mais vous-même admettez effectivement que ce droit, il est parfois illisible, bavard, et que finalement, à force de raffoler d'acronymes, d'expressions incompréhensibles, même les juristes parfois s'y perdent. Voilà, vous dites le droit de la ville paraît être un droit impénétrable aux juristes. Je me dis bon, tout va bien. Mais la première partie, ce droit de la ville dont vous établissez la réalité, qui en fait est complètement dispersée dans tout un tas de corpus, je me suis dit c'est incroyable, il faudrait que ce soit enseigné. Bon, aux élèves architectes urbanistes, mais certainement à tous les autres qui font la ville, parce qu'on a une très très belle synthèse de ce qui devrait nous guider. Donc de ce sentiment de confusion, on passe à un sentiment de maîtrise, à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant que citoyen urbain. Donc vraiment, on se sent vraiment très très bien à la fin de ce chapitre. Et après, il y a effectivement tout d'un coup, ce moment où on est sur le point de se dire tiens, on est sur le moment où le droit va changer, avec cette proposition que vous nous faites de regarder ce corpus législatif en se disant effectivement, il est considéré de plus en plus du point de vue du citoyen urbain, avec l'émergence de ce droit subjectif qui offre de ce droit à. Et ce qui est très intéressant quand on travaille la ville, c'est que vous vous appuyez sur le travail évidemment d'Henri Lefebvre, et que vous partez de la France et que vous expliquez comment cette notion française, elle a voyagé, comment finalement les grandes instances internationales, l'ONU, l'UNESCO, puis l'Europe s'en sont emparées, en ont fait un vrai chapeau supra-législatif qui s'impose finalement à l'échelle mondiale et qui finalement peine peut-être à s'imposer en France. Alors, voilà, effectivement, je passe un peu. C'est vrai que à la fin de cette partie, à un moment donné, on est un peu douché à la fin de la deuxième partie parce qu'on se dit finalement, en cours de lecture, on a l'impression qu'on va assister à l'émergence de ce droit-là, et puis on se rend compte que ce droit mou, que les textes supralégislatifs sur lesquels la démonstration s'appuie, comme le préambule de la Constitution de 1946 ou les textes internationaux qui sont considérés comme des soft laws, ils sont pas reconnus comme pouvant revêtir effectivement une portée normative. On se dit ah mince, on y était presque, mais du coup voilà, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous allez faire un ouvrage de vulgarisation pour les gens comme moi? Parce que je pense que ça gagnerait à être largement diffusé. Et deuxièmement, est-ce que, à titre personnel, vous travaillez à, je ne sais pas, à structurer en fait ce corpus législatif et peut-être à faire de ce droit à la ville quelque chose de moins dépendant du juge administratif uniquement? Alors, tout d'abord, je vous remercie infiniment pour vos compliments. Après une soutenance de thèse difficile, c'est vraiment très agréable de passer par remise de prix de thèse. Alors, malheureusement, non, j'ai pas prévu d'ouvrage de vulgarisation. J'y avais pas du tout pensé pour tout vous dire, mais je vais peut-être y penser justement. Et deuxièmement, non, là, je travaille au Grido justement comme secrétaire général. Alors sur la ville et l'habitat en général, mais non, je ne travaille pas directement sur le changement de législation. Mais si quelqu'un, je lance un appel, je veux bien, moi, participer vraiment bien volontiers dans le ministère pour faire ce travail-là, ça serait avec plaisir.